on n'a pas une culture sexuelle identique chez l'homme et la femme. On a une culture sexuelle androcentrée, c'est-à-dire... AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour. Le mardi, Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Vous êtes remise de votre week-end, Nadia ? Oui. Est-ce qu'on peut en parler, partager ? On peut partager. Parce que j'ai vu des photos. Vous étiez donc à... Alors j'étais à Saint-Jacques-sur-Mer, en Bretagne, sur une presqu'île, donc un bel endroit, où j'ai participé à un colloque interconfessionnel, interconvictionnel, Oui. où il y avait des personnes de confession chrétienne, catholique, protestant, évangéliste. Il y avait des juifs aussi ? Orthodoxes également. Il y Ouais. avait tout à fait... Il y avait une rabbine, non ? Il y avait Florian Chinsky, Voilà, donc, qui était là, ouais. à qui je passe Spécial un grand dédicace. salam et shalom, qui était vraiment génial. Et ensuite, donc également des bouddhistes, donc une moniale bouddhiste en l'occurrence, et des personnes agnostiques, athées. Donc voilà, vraiment un week-end. D'accord. Et la thématique, c'était... Humain. Alors la thématique, c'était le thème portait sur la sexualité et le titre c'est Sacrée sexualité. Donc on a abordé la sexualité avec les lunettes de toutes les confessions, les convictions présentes. Alors, est-ce qu'ils avaient choisi le lieu en fonction, le nom du lieu en fonction de la thématique ou pas ? Alors non, ça fait pas fait exprès. Ça fait 23 ans que ce colloque existe et qui a lieu donc dans cette abbaye de Saint-Jacques, qui est une abbaye dirigée par des sœurs, mais il me semble créée par des moines des prêtres ou des moines bénédictins. Bon. Donc voilà, et c'est vraiment un lieu qui est imprégné de spiritualité, vraiment. La prochaine fois, vous nous emmenez, Nadia. Hein. Oui, avec grand plaisir. Patrick Soulaille est avec nous. Bonjour Patrick. Hola Philippe, bonjour tout le monde. Formateur Bonjour, en Bonjour, process bonjour, communication. Il a dit bonjour madame ? Non, Non, bonjour il a dit Nadia. bonjour. Ah ouais, Nadia. bon, c'est parce que là j'ai dit... ou alors on dit madame Nadia. Bien. Ça fait un peu Madame Irma. Hein. Non, Nadia tout court, Nadia, c'est c'est très bien. bien. On va parler de la sexualité en fonction des profils. Est-ce que ça veut dire que finalement, chacun, en fonction de son profil, a des besoins spécifiques et une sexualité spécifique, Patrick ? Alors, oui et non. En fait, pour être totalement clair, je commencerai par une phrase de Lacan. Lacan qui est connu pour être quelqu'un de très facilement accessible. Évidemment. Évidemment. C'est l'amour, c'est offrir quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Ouais. Donc Ouais. ça, c'est vraiment la base d'une relation. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, que lorsqu'on a une relation avec quelqu'un, eh bien, il y a deux choses qu'on cherche. C'est une validation au point de vue narcissique par rapport à la société et une validation aussi d'un point de vue anaclitique. Qu'est-ce que c'est le point de vue anaclitique ? C'est on va chercher quelque chose qui nous manque en nous. Donc, à partir de là, il y a une relation qui se fait. Et selon le type de personnalité, eh bien, on va avoir des comportements, on va se sentir bien ou pas. Alors, qu'est-ce que la process communication pour ceux qui nous écoutent ? Alors, la process communication, c'est un inventaire de personnalité qui a été inventé par Taibi Keller au début sur demande et besoin de la NASA. Parce que lorsqu'ils envoyaient des gens... dans l'espace, les gens ils étaient un peu empathiques en gros. Et donc, ils ne savaient plus comment communiquer avec eux. Et lui, en fait, il faisait il travaillait sur l'analyse transactionnelle. Il avait commencé à faire déjà des travaux. Et sur leur demande, il a pu continuer ses travaux. Et il a découvert qu'en fait, en nous, on a 6 types de personnalités. Et donc, 6 besoins psychologiques différents, créés à l'enfance. Et donc, selon ces types de personnalités, on a des réactions, des réactions, on va dire, quand on est bien, et des réactions également en zone de stress. Donc, c'est des profils, en fait, qui sont directement liés d'une construction sociale, c'est-à-dire de l'éducation ou de comment est-ce qu'on a perçu l'éducation ou l'environnement étant petit. Alors, oui et non. Il y a jamais de... En fait, il y a ça, et il y a également... ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire ce qui conduit, entre guillemets, notre besoin psychologique. En fait, quand on est né, eh bien, enfant, on attend des réponses de nos parents. Et selon les réponses que l'on a,
et surtout que l'on n'a pas, on se crée une réponse. Et de là découle la personnalité. D'accord. Donc, il y a ce qu'on a créé en nous, et bien sûr, les réponses ou non de l'environnement. D'accord. Combien de profils différents de personnalités, Patrick? 6. D'accord. Qui sont on va empathique, oui. qui a pour besoin la reconnaissance de sa personne, besoin psychologique. Travaillomane, qui a besoin d'une structuration du temps. Promoteur, qui a un besoin d'excitation. Rebelle, qui a besoin de contact et de créer du plaisir. Après, j'ai rêveur, qui a un besoin de solitude. J'ai également, on dirait que c'est moi qui l'ai fait. Le persévérant. Le persévérant. Je vous propose voilà, le persévérant qui a un besoin de conviction. D'accord. Voilà. Alors, je pense que c'est une question que les auditeurs et auditrices peuvent se poser. Est-ce qu'on est uniquement un de ces profils ou on peut évoluer dans le temps, ou même dans une même journée, est-ce que je peux être la rêveuse et puis la rebelle Alors en fait, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que selon les réponses qu'on s'est créées enfant, on va avoir une base qui va être par exemple empathique. D'accord. Et après, selon ce qu'on vit aussi, on a ce qu'on appelle des situations confrontantes. Dans notre vie, on va avoir des situations douloureuses à affronter. Et selon ces situations douloureuses, on va avoir une phase qui va correspondre à une autre personnalité. D'accord. Et au-dessus, ce qu'on a, c'est notre capacité à parler avec les autres types de personnalités. C'est comme si au-dessus, on avait des barres d'énergie, en fait. Donc, il y a des gens... Moi, par exemple, tout en haut, j'ai mon travaillomane. Alors, j'arrive à parler avec eux. Je suis en train de passer là-dedans. Mais en fait, enfant, j'aurais eu beaucoup de mal à parler avec ce type de personnes. Aujourd'hui, comme j'ai grandi, comme j'ai appris beaucoup de choses, là, c'est plus simple. D'accord. Mais est-ce que le profil qu'on est très dominant par rapport aux autres? C'est-à-dire très dominant. C'est que, par exemple, si on est travaillomane, on l'est à 90%. Alors, ou on l'est à 50, on l'est... Non, en fait, lorsqu'on a notre base, en fait, c'est quelque chose qu'on a intégré. Donc, enfant, ça sort fortement. Mais après, quand on grandit, c'est quelque chose qu'on sait. Donc, ça va être... On va le nourrir de manière régulière. Après, ce qui marche, ce qui ressort le plus, ce sont nos phases. Parce que nos phases, c'est une nouvelle motivation dans la vie. Donc, notre base va rester là. Mais notre phase va prendre la place. D'accord. Donc, on évolue au cours de la vie et donc finalement, nos besoins changent. Exactement. Et nous changeons. Exactement. Et la base reste la même. La base reste la même. Alors, en sachant que chaque personne a donc ces modalités que vous décrivez. Donc, si je suis moi avec moi-même, tout va bien. Exactement. Mais comme dans la vraie vie, des vrais gens, on se rencontre mutuellement ou collectivement, c'est là où ça peut dérouter, questionner les personnes en question. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, on a plusieurs mondes. Donc, quand on comprend qu'en nous, il y a plusieurs manières de fonctionner, lorsqu'on va se retrouver avec les autres, on a juste à se poser la question... Quel est ce monde? Quel langage il me parle, en fait. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qui est en nous, de comprendre, d'accepter. Et puis, lorsqu'on est en interaction avec les gens, lorsqu'on parle de choses et d'autres, souvent on dit la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Comment est-ce que la ProcessCom, Patrick, permet d'identifier nos propres besoins? Bien, lorsqu'on connaît sa base, et bien du coup, ça correspond à un besoin psychologique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était par exemple la base empathique, son besoin psychologique, ça va être la reconnaissance de sa personne. Par exemple, si dans une relation de couple, la personne en base empathique, ce qu'elle va vouloir entendre, c'est est-ce que tu m'aimes? Si elle est avec quelqu'un qui est en base travaillomane, lui, ce qu'il va vouloir entendre, c'est est-ce que je fais bien mon boulot? Est-ce que je suis compétent? Mais ça veut dire la même chose pour eux deux. Donc, lorsqu'on connaît sa base, on connaît son besoin psychologique. Et du coup, à partir du moment où on connaît son besoin psychologique, on peut en parler à l'autre. Lorsqu'on est un couple, on peut dire, moi, ce qui compte, c'est que tu me dises ça.
Moi, tu sais, quand je te dis que je suis très bien organisé, pour moi, ça veut dire, je te montre que je t'aime. Ok. Quand je suis un peu maniaque, je montre que je t'aime. Non, alors Je suis après, obsessionnelle. Quand je veux que ce soit bien rangé et bien propre, je te dis que je Tu t'aime. manges sans faire des miettes, Ouais. s'il te plaît. Et de bruit surtout. alors là, c'est bien parce que là, en fait, on parle de zone de stress. Oui. Quand tu vas trop loin, là, tu es juste en panique et tu contrôles plus rien, en fait. Les jeunes, ils disent, là, tu pars en Y. Tu vois, t'es sur tu t'arrêtes plus. Tu vois. Aïe. Aïe. C'est ce que ça veut dire, Nadia, aïe? Dans quel contexte? Ah, alors, pourquoi vous en connaissez combien des contextes Je ne avec sais le pas, aïe? c'est pas le même aïe. Hein. Ouais, dans le contexte jeunes. Non. Ah voilà, moi non plus. Parce que moi, si vous me demandez ce que c'est qu'un aïe dans le BDSM et un aïe standard, c'est pas la même réponse. Donc, dans le BDSM, pour tout le monde. Bondage, sadomasochisme. Ok, great. Voilà. Là, le aïe, ça veut dire. Ça, c'est humour de ses sous. Non, Donc, c'est pas de l'humour de ses sous, c'est une réalité. C'est une Si réalité vous de entendez terrain. quelqu'un dire aïe dans ce contexte, c'est qu'il aime. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie chez les jeunes. Mais... Donc, quand un jeune, il est content et qu'on lui dit, ouais, il va se passer ça, et qu'il fait aïe, c'est qu'il se dit, c'est lourd, c'est génial, c'est bien. Ah, bah alors c'est peut-être des jeunes qui pratiquent le BDSM. Ouais. Où ça? Bien. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment on l'applique à la sexualité finalement? Eh bien, comment on l'applique à la sexualité, selon moi, c'est que on n'a pas une culture sexuelle identique, malheureusement, chez l'homme et la femme. On a une culture sexuelle androcentrée, c'est-à-dire c'est par rapport à l'homme. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que les petites filles, ce qu'on leur a dit, c'est que la sexualité, c'est quelque chose de très important. La première fois, c'est c'est le plus important. Chez les garçons, c'est plus, tu vois, c'est plus l'idée du joli garçon, quoi. Plus tu feras l'amour, plus tu auras des relations sexuelles, plus tu es un beau gosse. Voilà. Donc, à la base, on n'a pas cette même culture. Donc, ça crée une dérive masculine qui est de dire qu'il y a une relation qu'on appelle de sujet à objet. C'est-à-dire que la femme devient l'objet du désir. Donc, c'est quelque chose qu'on fait et puis voilà. Et puis, pour la dérive féminine, ça va être de sujet à sujet, donc une relation émotionnelle. On enferme les femmes et les hommes dans cette idée-là. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des femmes qui peuvent avoir, et qui ont d'ailleurs, une dérive masculine, c'est-à-dire qu'elles ont des relations sexuelles de sujet à objet, c'est-à-dire qu'on fait l'amour et on n'a pas forcément besoin de faire un câlin. Ça, c'est déroutant. Et il y a des hommes, ils ont envie du câlin, mais ils vont pas le dire. Alors que si on commence à enlever ça et à prendre un nouveau paradigme qui est la personnalité, son besoin psychologique, là, on peut vraiment être plus ancré avec la personne qui est en face. Donc, il faut combler le besoin psychologique de ça ou de son partenaire. Exactement. Et de sortir, comme l'a dit très justement Patrick, des constructions, là pour le coup, qui sont purement sociales, hein, de cette femme qui attend son prince charmant et donc voilà, qui magnifie justement cette première relation avec son futur prince charmant qui viendra sur son beau cheval blanc. Et donc, à contrario, la culture de la performance, de la virilité masculine. Donc, si j'ai bien compris, on a un rapport différent à la sexualité en fonction de son profil de personnalité. Ouais. Bon, si maintenant vous prenez un couple, puisque vous disiez que les hommes et les femmes ne fonctionnaient pas de la même façon, mais si vous avez un couple de travail-man, est-ce qu'ils ont les mêmes besoins? Alors, il ne faut pas rentrer dans la caricature. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un couple de travail-man, ce qui va être commun, c'est leur structuration du temps. Mais on est des êtres humains. Comment on met en place cette structuration du temps? C'est différent. Après, on a ce que j'ai dit au début, ce rapport anaclitique. C'est qu'est-ce qui me manque? Pourquoi j'ai choisi cet homme travail-man? C'est parce que lui, il me comble dans un manque que j'ai.
Donc tout ça, ça va jouer. Donc on va pas avoir le même rapport. C'est pour ça qu'il est important de bien communiquer en fait. En sexualité, ce qui pour moi est important, c'est pouvoir dire des choses qu'en général dans les couples on se dit pas trop. En fait, on peut avoir des sexualités totalement différentes. Une relation de couple lambda et une relation dans la sexualité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dans une relation de couple, on va pouvoir se dire, on va être dans une relation égal à égal. Dans la sexualité, il va y avoir un dominant et un dominé, et ça va changer dans une relation sexuelle. Et donc ça, c'est des choses dont il faut parler. Et il n'y a pas de dominant-dominé dans la relation de couple, selon vous? Alors, ce que je dis, c'est dans un point de vue... on est dans le monde des bisounours. Oui. Voilà. Dominant. Dominant-dominé. Dominé, ah oui. Oui. Dans une relation de couple, il y a aussi ce rapport de dominant-dominé, même si, hors sexualité et génitalité, il peut y avoir justement ces rapports de force, conscients ou pas d'ailleurs, de je me détermine. Alors après, je ne sais pas comment ça s'intègre dans la process-com, mais en tout cas, moi, dans ma pratique clinique, j'observe des personnes, par exemple, qui vont être dans le contrôle. Je ne sais pas quel profil ça peut... Souvent persévérant au travail humain. Ouais. Voilà, qui sont dans le contrôle. Et ce contrôle va leur faire prendre des postures de dominants vis-à-vis de leur compagne ou de leur compagnon. Oui, là-dessus... Ça ne veut pas dire qu'ils sont dominants pour autant, hein, mais c'est leur posture et ce besoin de contrôle qui va faire qu'ils seront en posture de dominant, et donc le partenaire ou la partenaire va se sentir dominé ou infériorisé, infantilisé. Je suis complètement d'accord. Là, je parlais pas de ça. Là, on parle, en processus de communication, on parle de... Là, vous parlez de liens des collusions. Les collusions, c'est un lien inconscient de choses qu'on se cache dans le couple. Et en fait, selon le cycle de collusion, il y a fusion, dépendance affective, aisance sexuelle, tension et équilibre. Et bien, selon le cycle où on se trouve, il va y avoir ce rapport. Mais toujours dans l'idée de trouver cet équilibre. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Mais l'idéal, c'est d'avoir à la fin une relation équilibrée. Alors que, selon moi, une sexualité épanouie, c'est accepter une alternance de domination. Que ça soit dans le jeu, en fait. Alors que dans une relation de couple, l'idée, c'est de toujours essayer de trouver cet équilibre, malgré nos démons, malgré nos drivers, malgré nos besoins psychologiques, malgré ce rapport analytique et tout ce qu'on a pu avoir, en fait. C'est toujours l'envie de trouver cet équilibre. Alors que dans une sexualité, le jeu, c'est d'alterner. Parlant de jeu, tiens, oui, Patrick. Non, quand vous voulez. Appelez-moi. Non, j'étais en train d'enchaîner. Je suis resté bloqué sur un aclitique en fait. Quand j'apprends des mots, il y a des moments où j'ai besoin de les ressasser. En parlant de jeu, vous êtes à Bruxelles samedi? Ouais, je suis le 1er février à Bruxelles. Ouais, pour une formation qui s'appelle justement le maître du jeu. Ouais, exactement. Ouais. Donc, alors, voilà, vous m'apprenez quelque chose, dites-moi. Voilà, tous les Belges, là, si vous voulez justement participer au maître du jeu, c'est samedi. Samedi, les Belges, dépêchez-vous, il reste 6 places. Vous allez sur mon profil Insta, sur ma chaîne YouTube, vous y allez. Alors, le maître du jeu, c'est maître du jeu JEU et maître du jeu JE. D'accord. Donc, on va commencer à... Déjà, moi, j'adore le jeu. Donc, tout de suite, on chamboule tout le monde. C'est une formation, ils sont pas prêts. Oui. Voilà, déjà. Et après, on les titille. Donc, j'aime bien comment Philippe en parle, c'est Fort Boyard et Confession intime. T'as pas le choix. On est les deux. Et à la fin de la journée, vous savez qui vous êtes. Ouais, exactement. Parfait. En process communication, l'intérêt, c'est on apprend à se connaître et à connaître ses besoins. Mais ça sert à rien si on connaît pas l'autre et qu'on connaît pas ses besoins. Exactement, ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut que le couple le fasse. Enfin, apprennent à se connaître et à connaître les besoins de sa partenaire ou de son partenaire. Oui, exactement. L'idéal, c'est de le faire ensemble. Si on a un partenaire réfractaire, eh bien, on peut lui montrer aussi par l'exemple. Moi, je sais que j'ai accompagné des femmes, beaucoup de femmes,
qui ont fait que dans leur rapport à l'autre, les hommes, ils ont été obligés de s'adapter. Hein. Parce que en fait, les femmes que j'accompagnais, eh bien, elles ont commencé à comprendre leurs besoins psychologiques et du coup, à les imposer. Et du coup, eux, comme les hommes, ils étaient amoureux, ils se sont adaptés. Donc, dans l'idéal, oui, c'est bien d'y aller et d'essayer d'affronter, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Mais sinon, on peut faire autrement. Oui, parce qu'on n'est pas seul dans ce monde. Exactement. L'intérêt, c'est de pouvoir intercommuniquer. Donc, du coup, c'est bien, comme vous dites, de se connaître soi-même, mais si en face, vous ne cherchez pas aussi à connaître l'autre, vous êtes dans votre bulle. Oui, enfin, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on aime et de quels sont nos besoins, Nadia. Oui, tout à fait. Tant qu'on n'a pas travaillé dessus, on ne sait pas forcément ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux, ce qui nous épanouit. Tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où j'entame un travail sur moi, et que j'estime avoir fait un long chemin, il faut se dire quand même que l'autre partie du chemin qui reste à faire, c'est aussi de m'intéresser à l'autre, parce qu'une fois que je me connais, il faut que je puisse savoir si l'autre est compatible avec moi ou pas. Donc c'est pas tout de juste développer qui je suis. Je dois pouvoir aussi avoir cette finesse pour pouvoir percevoir si d'une part l'autre peut être compatible en amont, ou si je suis déjà avec l'autre et que j'ai entamé ce chemin-là, m'intéresser aussi à ses besoins, à sa demande, et pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça. Si vous dites ça, ça veut dire que vous pensez que tout le monde n'est pas compatible, c'est ça ? Alors, d'un point de vue sexuellement, je veux dire. D'un point de vue sexuel, tout le monde n'est pas compatible. Alors peut-être qu'en Processcom, ce sera non, mais c'est ça. Version, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui cherchent à expliquer peut-être un échec de leur, ou en tout cas un non-épanouissement de leur sexualité, mais peut-être tout simplement ils sont pas compatibles de cet ordre et de ce point de vue-là. Oui, moi je suis persuadée que tout le monde n'est pas compatible parce que tout ne se résout pas avec uniquement une introspection et une compréhension de l'autre. Il y a des choses qui font que vous ne serez pas compatibles. Il faut prendre en compte le culturel, le social. Enfin, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte qui ne sont pas uniquement le rapport à soi. Donc, tout le monde ne peut pas être compatible sexuellement. Pour être plus clair, en sexualité, il y a trois dimensions, d'accord ? Il y a les pratiques sexuelles. D'accord ? Donc déjà, on peut ne pas être compatible parce que nos pratiques sexuelles ne sont pas compatibles. Ensuite, vous avez l'identité. Donc identité de genre, on peut ne pas être compatible parce que nos identités ne sont pas compatibles. Et le troisième élément, c'est l'orientation sexuelle. Donc on peut ne pas être compatible parce que nos orientations sexuelles, c'est-à-dire nos attirances érotiques, sexuelles et amoureuses, ne sont pas compatibles. Donc oui, il y a des personnes qui ne sont pas compatibles sexuellement. Je vais préciser ma question, Nadia, si vous voulez bien. Dans le cadre d'un mariage... Là, t'as le monstre, là. Je me suis dit, oula, je me suis écarté, il y avait le doigt qui allait me percer l'œil. Je me suis dit, bon, Patrick, Bélec. Alors, je vous écoute, Philippe. Dans le cadre d'un mariage où il n'y a pas eu de relation sexuelle avant le mariage, donc vous découvrez le soir de la nuit de noces comment ça va se passer. Mais finalement, vous découvrez aussi à ce moment-là si vous êtes compatible ou pas avec la personne que vous avez épousée. Donc, est-ce que ça veut dire, Patrick, que grâce à la Processcom, on pourrait définir et préciser ces choses avant, ou ça reste que de la théorie et après il y a le passage à la pratique ? Alors, pour moi... une vraie connaissance, c'est théorie et pratique. On peut intellectualiser ce qu'on veut. Moi, j'accompagne des gens. Ok, je vais leur dire ça, je vais leur dire oui, voilà ton besoin et tout. Mais si ils font pas des liens dans la réalité, ils pourront pas se servir de leur pouvoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est que tout le monde n'est pas compatible. Tout le monde n'est pas compatible. Pourquoi ? Parce que, comme je disais au début de l'émission, si moi, par exemple, jeune, je m'étais mis avec une travaillomane et que j'avais pas avancé sur moi, ça aurait été compliqué pour moi. Ça n'aurait pas été possible parce que son besoin psychologique n'est pas le mien. Donc, et que moi, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut. Et dans un rapport de couple... Parce que vous êtes quoi ? Moi, je suis de base empathiquement.
D'accord. Je suis de base empathique. Donc l'empathique ne comprend pas quels sont les besoins psychologiques du travaillomane. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que dans son développement, dans mon inventaire, dans ma pyramide Processcom, mon travaillomane est au dernier étage, puisqu'on a dit qu'on en avait 6, et donc il est au dernier étage. Si j'avais pas cheminé jusque là où je suis, eh bien, comprendre quelqu'un en travaillomane, ça aurait été compliqué. Enfin, si je m'étais mis avec ma femme il y a 20 ans, eh bien, si elle avait été travaillomane, j'aurais été en galère. Pour moi, elle parlait chinois et pour moi, ses besoins, je comprenais pas. Elle m'aurait stressé. Elle m'aurait dit, moi, je m'occupe que de la structuration du temps. Moi, ce qu'il me faut là, alors que moi, j'ai besoin qu'on me regarde. Là, c'est mort. Par contre, lorsqu'on est au courant de ça, chacun peut faire un chemin vers l'autre si il en a les capacités, s'il en a la volonté. Donc, c'est qu'en gros, tout le monde n'est pas compatible, mais chacun peut faire un chemin si il en a les capacités et la volonté. Parce que dans un couple, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a plusieurs cycles et en général, lorsque ça tient pas, c'est que on se rend pas compte qu'en fait, on est dans un chemin et on a l'histoire de il vécurait beaucoup d'enfants, on se marie et tout va bien. Non, on se marie, on rencontre la personne et là, le taf commence. C'est-à-dire toujours la communication. Il va toujours avoir un moment où on va découvrir quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on accepte la découverte ou pas ? Alors, pour répondre à votre question, donc effectivement, nous sommes au XXIe siècle avec cette vision qu'il est juste impensable, invraisemblable de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Il n'empêche qu'il y a des gens qui ont cette conviction-là et pour qui ça marche. Alors, revenons quand même à la base. Donc là, on va se remettre dans le cadre, généralement, c'est pas toujours le cas de tout le monde, mais en grande partie, ce sont des personnes qui appartiennent à des confessions particulières. D'accord ? Il faut savoir que si on part du postulat de ces confessions, de ces convictions-là, les deux partent à zéro. C'est-à-dire, et l'homme et la femme n'ont pas eu de relation sexuelle au préalable. D'accord ? Là, on est aussi dans le monde des bisounours. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. Parce que les deux... Oui. Mais je vous parle de pourquoi ce principe est posé. Oui. Donc, partons de là. Si les deux n'ont pas eu de relations sexuelles avant le mariage et s'ils n'ont pas eu donc d'expérience corporelle duel avant le mariage, parce que il y a encore un autre sujet qu'il faut évoquer, c'est l'auto-érotisme. Donc si ce n'est pas le cas, alors les deux vont commencer en fait à zéro. Donc si vous voulez l'expérientiel, il va commencer à 2. Donc où est le problème en réalité ? Donc attention le problème, c'est que si on n'a pas les mêmes attentes, ça fonctionnera pas, Nadia. Mais comme une personne qui multiplie les expériences sexuelles, c'est-à-dire qu'en réalité, vous enlevez juste mariage et vous mettez la personne en dehors de ce cadre-là, vous pouvez multiplier, et moi je le vois avec les patients, vous pouvez multiplier les expériences sexuelles et pour autant ne pas trouver chaussures à votre pied. Donc ça ne veut rien dire. Donc attention, attention avec les raccourcis. C'est toujours du cas par cas et comment l'un et l'autre ou l'une et l'autre ou l'un et l'un ou l'une et l'une vivent la situation. Voilà, on parle de la sexualité, des profils de personnalité ce matin avec Nadia El Bouga qui est sage-femme, sexologue et sexologue clinicienne. Patrick Soula, lui, est formateur en process communication. Vous êtes un des grands spécialistes en France du profilage que vous adaptez aujourd'hui à la question de la sexualité parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez de plus en plus de femmes qui viennent vous voir, qui se retrouvent après 35 ans en échec ou de couple ou de gars qu'elles n'arrivent pas à trouver en fait finalement et qui sont très très concernés et désemparés pour la plupart. Oui, exactement. Ça me tient vraiment à cœur parce que tout d'abord moi je tiens à dire que tout ce que j'ai pu faire c'est à cause de femmes de lionnes, de femmes fortes et qui m'ont boosté et qui me bousculent jusqu'à aujourd'hui. Et donc du coup les femmes que j'accompagne, c'est vrai que c'est à partir de 35 ans et elles ont cette remise en question parce qu'elles ont plein d'étiquettes sur le dos. Elles doivent faire ceci comme ça, elles doivent être comme ceci, elles doivent être maman, elles doivent être femme, elles doivent. Et donc dans une relation, eh bien, il y a des choses qu'elles ne disent pas.
sexuellement, il y a des choses qu'elles ne disent pas parce que la sexualité, c'est un tabou sociétal en fait. La sexualité, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est androcentré, c'est par rapport à l'homme. Mais les femmes, elles ont des besoins particuliers et c'est pas parce qu'elles sont des femmes en fait. C'est parce que elles sont des êtres à part entière et elles ont construit des choses à l'enfance et à partir de cet âge-là, elles ont envie, ce que moi je vois sur le terrain, c'est qu'elles ont envie d'assouvir tout ça et de pouvoir se dégager de cette vision qu'on leur colle. Moi, j'ai accompagné une femme qui a des hautes responsabilités et qui, elle, a la pression du mariage. Et a la pression du mariage et parce qu'elle a fait un choix de carrière qu'elle assume elle, mais qu'elle a du mal à assumer via sa famille, eh bien, elle a des relations qui sont en dehors du mariage et du coup, pour elle, c'est une gymnastique psychologique en fait. C'est très compliqué à gérer. Donc, ce que je vois au quotidien, c'est-à-dire qu'elle l'assume pas vis-à-vis de sa famille. Elle l'assume pas du tout vis-à-vis de sa famille. Elle voit quelqu'un depuis très longtemps et c'est pas simple parce que elle ment à sa famille, elle ment aussi à cet homme. Parce que, en plus, pour que ça soit encore plus simple, elle n'a pas choisi celui qui colle au schéma familial, et culturel. C'est meilleur. Évidemment. Et bien sûr. C'est bien meilleur. Exactement. Et du coup. Donc elle est dans un conflit de loyauté. Elle est dans un conflit de loyauté et elle est dans ce qu'on a travaillé, c'est tout d'abord cette image de la princesse. Non. T'es pas forcément obligé d'être une princesse. Non, t'es pas forcément une mauvaise fille parce que tu n'es pas encore mariée. C'est d'abord travailler sur elle pour qu'elle puisse accepter ces étiquettes, puisse accepter d'enlever ces étiquettes pour pouvoir après l'assumer dans son entourage. Alors après, parfois, je ne veux pas faire de la psycho de comptoir, mais parfois aussi, quand on creuse, on se rend compte que finalement, ce conflit de loyauté n'en est pas réellement un, mais plutôt un alibi. Parce qu'il y a une peur de s'engager, il y a une peur d'aller dans la vraie vie en fait, de sortir de cet idéal qu'elles se sont construites depuis toujours. Et du coup, c'est accepter de faire le deuil parce que finalement, entrer dans la vraie vie et sortir de l'idéal, c'est faire des choix. Et donc, des choix, ça induit forcément des deuils. Et donc, parfois, la famille, elle a bon dos, la culture, elle a bon dos de se dire, oui, mais je ne peux pas parce que si, parce que ça, je vais perdre l'amour de ma mère, de mon père, de mes proches, de mon clan. Dans ce cas-là, c'était pas ça, mais je suis d'accord. Oui. Je parlais pas de l'exemple précis. Mais justement, la process communication, elle permet ça. Elle permet parce que pour sortir de l'alibi, il faut avoir des armes. Oui. Parce que l'alibi, c'est quoi ? C'est on se sent démuni et on crée un alibi. Tout à fait. Mais lorsqu'on a des armes, là, on peut enlever l'alibi. Sans avoir les armes, on va garder ce truc. Tout à fait. On va se mettre une peur et on va se dire non mais j'ai peur, c'est pas possible, voilà. Mais là, si de l'autre côté, on arrive à se dire mais en fait, je suis comme ça. Mais en fait, je me suis créé comme ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu ça. Mais en fait, voilà. Mais en fait, je suis normal. Et donc là, je peux dire à tout le monde, non, mais en fait, je suis normal. Et en fait, j'ai décidé de faire ça. Et ma vie, c'est normal. Ça. Ou alors, je suis moi, peut-être. Oui, aussi, voilà. Je suis moi. Normal, ça veut rien dire. Oui, je suis moi. Vous faites vous avec qui je suis et puis vos représentations. Exactement. À vous. Exactement. Alors, Patrick Soulaï, dans un couple, on a souvent l'impression de bien connaître l'autre alors qu'on ne le connaît pas du tout. Comment est-ce que c'est possible ? Parce qu'on est dans la mécommunication. C'est-à-dire qu'on est tous les deux dans des masques. On joue des rôles. En fait, le personnage, la personnalité, l'étymologie, c'est masque. Oui. Tu vois ? Donc, on est tout le temps là-dedans. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir enlever le masque et assumer. Et dire, moi, je suis comme ça. Voilà pourquoi dans un couple, souvent, ça ne matche pas parce qu'on ne communique pas vraiment. Communiquer, ça s'apprend. C'est pas, et personne ne nous l'apprend en vérité. Oui, c'est vrai. Et communiquer sur la sexualité, c'est encore autre chose. Oui. C'est encore un autre sujet. Est-ce que, alors en process com et en profil de personnalité, c'est qui se ressemble s'assemble ou les extrêmes s'attirent ? Je dirais qui se comprend avance. C'est ça que je dirais. Il n'y a pas forcément de règles.
Enfin, les gens aiment bien les recettes toutes faites. Ils disent bon voilà, je vais aller faire un test de personnalité, je vais repartir avec ma petite fiche. Et là, le monsieur il m'a dit qu'il fallait absolument que je rencontre une femme rêveuse de 34 à 42 ans du nord de la France. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non, c'est pas comme ça. Heureusement, parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas super complexe et on n'est pas super intéressant, je dirais. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je viens de dire, c'est enlever le masque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se connaît, on peut vraiment rencontrer. On peut vraiment dire à quelqu'un, moi, je suis comme ça. Et pas lui vendre une histoire sur laquelle on s'est entraîné depuis enfant et qu'on a l'habitude de balancer, en fait. Alors, il est quand même intéressant, là, du point de vue de la sexologie, pour quand même jauger ses propres besoins sexuels, pouvoir identifier son désir. Donc, savoir, est-ce que mon besoin à combler dans la sexualité, c'est plutôt un besoin fusionnel. Alors, je ne sais pas après si ça peut entrer en... Carrément. Est-ce que c'est un besoin fusionnel, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être au contact sexuel avec l'autre parce que j'ai un vide à combler et puis j'ai besoin de ne former qu'un avec l'autre? Est-ce que c'est plutôt un besoin de décharge sexuelle, donc c'est-à-dire uniquement quelque chose de génital, hein, et d'ailleurs c'est en ça qu'effectivement on peut avoir, et vous l'avez dit en introduction, une sexualité sans amour, c'est-à-dire que j'ai tout simplement un besoin de décharge lorsque je suis en contact sexuel avec l'autre. Est-ce que c'est un besoin d'enfant, c'est-à-dire besoin de transmission, j'ai ce besoin sexuel de fusionner avec l'autre ou de m'allier avec l'autre sexuellement parce qu'il y a ce besoin de transmettre quelque chose, de créer une continuité. Donc c'est important, c'est vraiment important de définir sexuellement qu'est-ce qui fait notre élan, qu'est-ce qui fait que je vais être sexuellement en phase, en élan vers l'autre. Justement, c'est justement avec la ProcessCom, on peut oui, tout de suite être plus précis là-dessus. Parce que ce que vous venez d'expliquer, ça correspond aux besoins psychologiques des différents types de personnalités. D'accord. On n'a pas les mêmes besoins en fait. Dans une relation, on n'a pas exactement, je vais pas redire, mais c'est exactement ça en fait. D'accord. Alors pour avoir un exemple, quelle sexualité pour quel type de profil? Si on prend par exemple un profil rêveur, quel est le type de sexualité qui lui correspond? Alors le profil rêveur, alors lui, il peut être déroutant parce que lui, il aime la solitude. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir, auto-érotisme du coup, et également... L'auto-érotisme, c'est ce que... Alors vous savez, l'auto-érotisme, c'est ce que communément tout le monde appelle masturbation. D'accord. Que je trouve un mot hyper moche, tout simplement parce que sa racine est moche. Parce que masturbation, ça signifie souillure par la main. Et déjà, c'est erroné parce que l'auto-érotisme, c'est pas uniquement avec les mains. Bonne nouvelle. Et autre chose, ça ne souille pas. Donc voilà. Vivement qu'on fasse une émission sur le sujet, parce que je sens que vous avez des choses à nous apprendre, Nadia. Oui, très bien. Donc, c'est un solitaire, le rêveur. Oula, je me remets. Donc oui, ça... Je vous avais prévenu. J'étais pas prêt. Aïe. J'étais pas prêt. Et solitaire, et également, c'est quelqu'un qui va avoir une sexualité, et puis après, va sortir du lit, en fait. Va sortir du lit, il va avoir besoin de partir et de faire autre chose. Et donc ça peut être pris pour... non, mais je suis une chose, pour être... je suis un objet, elle m'a utilisé ou elle m'a utilisé. Pas du tout, exactement, pas du tout. Lui, c'est son besoin de solitude qui va juste nourrir. Alors, en traduction sexo, c'est une personne égocentrée. Pas égoïste, hein. Égocentré. Ce que vous dites, ça ressemble beaucoup à tous les hommes. Enfin bref, les promoteurs. Ouais, ça c'est un raccourci, hein, non. Merci. C'est un raccourci là. Non mais c'est le féministe qui le dit quand même. On fera l'émission là-dessus. Un promoteur, par exemple, quel type de sexualité est associé à un profil? Un promoteur, ça va être dans la performance. Lui, il veut faire des trucs, il veut se dire, moi je suis un bonhomme, moi je fais des choses, t'inquiète pas ma belle, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Lui, il est plus dans cet état d'esprit-là. Vraiment dans la performance, dans le moi-je, dans l'égoïsme. Bon, le rebelle, tiens, par exemple. Alors lui, ça va être plus... Lui ou elle. Oui, bien sûr. Moi, dans ma type de personnalité. Voilà. Bon. Donc, rebelle, lui, ça va être plus dans le jeu, faire des choses ludiques et jamais la même chose. Voilà, lui, ce qu'il va vouloir, c'est la routine, c'est pas possible, quoi. Faut se créer des petits trucs, un peu marrants.
Bien. Le persévérant. Alors, parce que je pensais que justement, j'avais confondu persévérant et promoteur. Mais alors, est-ce que le persévérant est justement, c'est un performeur? Non, persévérant, c'est pas un performeur. Persévérant, c'est lorsqu'il va faire l'amour. Il faut qu'on y croit, quoi. Là, faut du bruit. Faut qu'on y croit, faut être à fond dedans. Ça les habite. Faut que voilà, il est genouné, quoi. Il fait ça, il est, tu vois. Il est genouné. Il est genouné. Ah, le persévérant est genouné. Voilà, il est possédé. L'empathique. C'est bien résumé. Hein. L'empathique, il est. Eh bien, l'empathique, lui, il a besoin de son bisou à la fin. Ou elle ou lui a besoin de son bisou à la fin. Il a besoin de câlins, il a besoin de qu'on fasse attention à lui. Voilà. Tu vois, même ma voix, elle est un peu douce comme ça. Je rappelle que vous avez dit que vous étiez pas que des bêtes. Patrick a dit qu'il était empathique tout à l'heure. Donc, il y a un message. Madame Soulaille. Madame Soulaille. Est-ce que vous pensez au bisou? Et le travailloman? Travailloman, c'est 5 minutes de la douche à la douche. Non, c'est important, mais c'est dans un emploi du temps, quoi. Et c'est carré, quoi. Il faut que ça soit à telle heure, ta machine. Non, t'as loupé le train, c'est fini. Voilà, bon, on se voit la semaine prochaine, on fera ça, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà. Bien, c'est passionnant, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Patrick Soulaille, on vous retrouve d'ailleurs, vous avez une chaîne YouTube. Chaîne YouTube, avec mon nom, Patrick Soulaille, sur Instagram, Patrick Soulaille, voilà. Avec à chaque fois une pépita. Une pépita, si.